Vincent Bois d'IG et Grégory Raymond, journaliste chez Capital, vont me rejoindre sur scène pour entamer cette 5e minute du trading avec les crypto-monnaies à l'honneur. Messieurs, bonjour. Vincent Bois, donc, qui est analyste Bonjour. chez IG. Grégory Raymond, journaliste chez Capital. Vous produisez notamment, Grégory, la newsletter hebdomadaire qui sort Demain matin à 7 heures. Demain matin à 7 heures. Abonnez-vous tous. 21 millions, voilà, Grégory Raymond, que vous retrouvez évidemment sur les réseaux et notamment sur Twitter. 21 millions, c'est le nombre fini de bitcoins qui seront un jour en circulation. Exactement, c'est ça, Grégory? C'est le maximum de l'offre qui sera mise en circulation par le protocole Bitcoin. On est à combien aujourd'hui? À peu près 18,6. Et D'accord. le dernier sera miné en 2140, donc on a le temps. Mais c'est très bien. Commençons peut-être par la taille du marché, puisque le Bitcoin est au plus aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie phare. Vincent, quelques grandes masses, quelques grands chiffres qui nous permettent peut-être de nous rendre compte de ce que ce marché est devenu en quelques années aujourd'hui. Justement, on va regarder ça, donc d'abord simplement ce qu'on va regarder aujourd'hui avec Grégory, mais on va commencer en effet par cette market capitalisation, donc la valorisation globale. On a ici le Bitcoin en effet, mais on a également toutes les altcoins, toutes les crypto-monnaies alternatives qui sont donc peut-être plus de 1000 différentes, certaines avec une capitalisation importante et d'autres un peu moins. On a donc la valorisation globale ici, on est à 2,5 trillions, 2500 milliards de dollars finalement. Et on arrive au plus haut, comme tu le disais tout à l'heure, on est maintenant au plus haut historique, 67 000 dollars. Et donc cette conférence, ou en tout cas le titre, était justement sur l'aspect mainstream, que maintenant tout le monde l'utilise, tout le monde en tout cas s'y met, mais qu'il y a un test majeur. Et le test majeur vient de cette valorisation, puisque la valorisation extrêmement importante que l'on a revient également sur les marchés traditionnels. Et donc, on peut y voir un lien également. C'est un actif pour le moment qui est ultra spéculatif. Et les marchés traditionnels sont également sur une valorisation extrêmement élevée, qui est amenée, on le sait, notamment par les banques centrales. Et donc, d'où ce test majeur, c'est le jour où les marchés traditionnels vont probablement à un moment chuter, est-ce que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies vont également chuter? Ce qui amènera justement à ces questions qu'on se posait au début, il y a une dizaine d'années, lorsque le Bitcoin est venu, ou plus tard. Est-ce que cela est une valeur refuge? Est-ce que cela est simplement un actif spéculatif? Ou encore, est-ce que cela a une autre utilité? Et donc, si les marchés tombent, est-ce que le Bitcoin va lui tomber également? Ou au contraire, est-ce qu'il va servir de valeur refuge au détriment probablement de l'or et progresser de son côté finalement. Donc voilà, cette capitalisation est amenée par les banques centrales et d'autres aspects. La spéculation, on attend justement ce test majeur qui peut venir tôt ou tard. Juste un élément de comparaison, parce que j'ai regardé 2 trillions de dollars. Je sais que tout le monde parle en trillions aujourd'hui, mais il faut quand même juste avoir la mesure de ce que ça représente. Je crois que le marché de l'or physique, enfin le marché de l'or, la capitalisation mondiale du marché de l'or aujourd'hui est autour de 10 trillions de dollars, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, pour donner un peu la mesure, 10 trillions de dollars, c'est à peu près le bilan d'une grosse banque centrale comme la Fed qui doit être à 8 milliards, enfin 8 000 milliards de dollars aujourd'hui. Voilà pour donner des ordres de grandeur. Donc finalement, ça reste pour l'instant un petit marché. Pourquoi est-ce qu'on continue à parler autant du Bitcoin d'ailleurs aujourd'hui, Grégory? Je pense tout simplement à cause de sa volatilité. Les gens ont envie de faire du profit, tout simplement. Mais il y a cette narrative on va dire, de valeur refuge qu'il y a derrière. Je ne dirais pas que c'est déjà le cas, mais à force de le répéter, c'est comme ça que ça va le devenir. L'or, au final, qu'est-ce que c'est? C'est un caillou qui est rare. Le Bitcoin, c'est une unité informatique qui est rare aussi. Donc à force de le répéter, peut-être que ça le deviendra. Pourquoi on parle autant du Bitcoin? Il y a cette notion de dominance du Bitcoin dans ce marché des crypto-monnaies. Alors je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre de cryptos, d'altcoins qui existent aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de mettre un chiffre derrière ça? Et qu'est-ce qu'on peut dire du Bitcoin par rapport aux autres? Alors c'est très fluctuant. Des crypto-monnaies, il y en a des dizaines de milliers. Ils sont créés chaque jour. En réalité, il n'y en a que, on va dire une vingtaine de vraiment intéressantes. Le Bitcoin, c'est l'étalon, bien sûr. Après, on peut citer Ethereum, surtout. Ethereum, ça sert à quoi? Donc, c'est une monnaie, mais ça sert à développer des applications financières décentralisées dessus. Et le gros des autres cryptos qui montent, ce sont des concurrents à Ethereum ou des protocoles qui essayent de utiliser la puissance d'Ethereum. On peut citer par exemple Solana, Avalanche, Phantom.
tous ces projets-là sont ceux qui ont connu le plus de traction en 2020 et en 2021. Bon, la dominance du Bitcoin, même si d'autres arrivent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'adoption de ces crypto-monnaies par les États? Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau depuis 12-24 mois maintenant. On voit de plus en plus de pays qui adoptent et qui acceptent ce genre d'actifs aujourd'hui. En effet, il y a différents points de vue en fait entre les pays. Certains, on voit d'abord le Salvador et on va en parler, qui essayent de l'adopter, d'autres qui essayent de le bannir complètement, comme la Chine. On va également voir cela. Et puis d'autres qui essayent de le réguler. En France, on le voit, la discussion est assez compliquée. C'est toujours également des discussions politiques. Ou encore les États-Unis, qui sont bien sûr très suivis, qui ont pris également le minage à cœur, ou en tout cas qui ont repris, selon les statistiques, les personnes qui minent. De ceux qui étaient interdits en Chine. On va voir tout ça. Donc il y a différents aspects, ceux qui l'adoptent, ceux qui le bannissent et ceux finalement qui vont essayer de le freiner ou en tout cas de le réguler. Donc on va commencer ici effectivement sur la Chine, puisque c'est elle pour le moment jusqu'ici qui a pas mal influencé le marché, mais qui l'a banni finalement de nombreuses fois depuis 2019, hein, quand on le voit ici. Voilà, la communication finalement était un peu toujours la même si les détails n'étaient pas tout à fait pareils. Et voilà, il y a eu d'abord une mise en garde pour les acheteurs, ensuite il y a eu une interdiction pour les institutions de le proposer, ensuite c'était donc d'interdire toutes les transactions sur les crypto-monnaies et également le minage. Donc le minage, c'est la puissance de calcul qui permet justement de valider des transactions et de générer des nouveaux coins et donc de créer ces nouveaux coins entre les 18,6 millions et les 21 millions en 2140. Donc ça, c'est le premier aspect. On va le voir sur le hash rate, sur la puissance de calcul. Il y a également Binance, donc, qui est une plateforme assez connue, une des plus importantes, qui suit finalement la Chine en supprimant toutes ces devises en yuan, mais également en interdisant ou en bloquant finalement l'ouverture de nouveaux comptes. Donc là, c'est le premier aspect, c'est bannir ces crypto-monnaies, parce que aussi la Chine travaille sur sa monnaie de banque centrale forcément. Oui, j'allais dire, Grégory, pourquoi la Chine est la plus agressive contre ces crypto-devises aujourd'hui? Il y a un point bien sûr qui est important, tu le soulignais, c'est qu'ils vont lancer leur yuan numérique, mais je pense qu'il y a aussi un risque de fuite des capitaux. Et je pense que la Chine n'a pas du tout envie de laisser faire le Bitcoin comme ça. Et tout le monde le sait, le Bitcoin, on ne peut pas l'arrêter. La Chine ne peut pas arrêter le Bitcoin. Donc ils font tout pour que les gens ne l'utilisent pas. La réelle interdiction d'échanger des cryptos, du Bitcoin, donc, est arrivée récemment, hein, donc c'était en septembre. Mais il y a des avis qui sont publiés par la Banque centrale, mais depuis 2013. C'est même encore plus vieux. Et depuis 2018, officiellement, on n'a plus le droit d'échanger des crypto-monnaies. Les gens le faisaient encore, mais là, maintenant, c'est vraiment officiel. Il y a de vraies sanctions. Voilà. Ouais, donc on passe à un étage supérieur, effectivement, après moultes alertes en provenance des autorités monétaires, notamment en Chine. Alors, le hash rate, justement, Vincent, la puissance de calcul, qu'est-ce qu'on peut en dire? La puissance de calcul, donc ce sont les mineurs comme on l'a dit, et on voit ici en bleu la Chine. Donc on voit finalement selon ces données que la Chine est tombée à 0. Donc autrement dit qu'il n'y a plus de minage, qu'il n'y a plus de puissance de calcul qui vient de la Chine et qui s'est décalée vers les États-Unis, ici en jaune. Le fait est que l'informatique est assez complexe et avec un VPN qui permet justement de cacher son adresse IP, il est tout à fait possible de miner en Chine en faisant croire qu'on est en Irlande. D'ailleurs, on voit justement l'Irlande qui, jusqu'à maintenant, n'avait aucune puissance de calcul visible, importante, s'est retrouvée justement avec cela. Et donc on peut déterminer en effet qu'en Chine, il y a encore des mineurs, mais qu'ils mettent des VPN. Il y a eu d'ailleurs des personnes arrêtées là-dessus il n'y a pas longtemps, donc montrait justement que ce minage à 0, ce hash rate, n'était pas réellement valable en Chine. Exactement, et d'ailleurs c'est très étonnant de voir l'Allemagne aussi haut dans le classement. Et ce qu'on peut dire aussi pour la Chine, c'est que fabriquer du Bitcoin en Chine, miner du Bitcoin en Chine, c'est un vrai intérêt aussi quand on gère un barrage hydroélectrique. C'est-à-dire qu'il y a une région, donc le Sichuan, où il y a énormément de barrages, énormément d'eau, et ces barrages produisent de l'électricité qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et donc, les gens qui gèrent des barrages minent du Bitcoin et ça les aide à trouver un modèle économique. Et là, aujourd'hui, si tous les barrages ne peuvent plus utiliser le Bitcoin, ils courent à la faillite. Donc c'est pour ça que je pense que la Chine va s'adoucir dans les mois à venir quand ils vont voir qu'il y a énormément de business qui plantent.
Ça soulève juste au passage, petite parenthèse, mais c'est une des critiques régulières qui est faite contre le Bitcoin et les autres monnaies minées. Alors, c'est pas tant l'énergie que ça demande, parce que l'énergie, elle peut être propre, mais c'est l'intensité carbone. Et là, tu dis, Grégory, en fait, les mineurs l'ont très bien compris d'une certaine manière. Et ils font attention également à l'intensité carbone du minage de Bitcoin aujourd'hui. Je dirais pas qu'ils font attention, mais ce sont des agents économiques comme Ils les sont autres. pragmatiques. Ils vont là où l'électricité Ouais. est la moins chère. Quand il y a un barrage hydroélectrique qui gâche de l'énergie, il est prêt à tout pour se faire un peu d'argent dessus. Et donc c'est l'énergie probablement la moins chère du monde. Donc c'est pour ça que la Chine s'est énormément développée. Bon, il y a une expérience intéressante dont il faut parler, c'est l'expérience du Salvador, Grégory, qui a adopté donc comme monnaie officielle le Bitcoin il y a un mois de cela maintenant. C'était le 7 septembre, oui, c'est une date historique. Ouais. Ah, c'est une date historique à ce point-là. Dans la communauté Bitcoin, énormément. Ouais. C'est la première fois que un État décrète que le Bitcoin est une monnaie légale. Alors, monnaie légale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous les commerces, le commerçant ne peut pas refuser le Bitcoin. Ça veut dire qu'on peut payer ses impôts avec le Bitcoin. Donc c'est très impressionnant par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, où le Bitcoin était le grand méchant. Là, aujourd'hui, ça devient quelque chose de normal, en fait. Oui, après, avec tout le respect que je peux avoir pour le Salvador, j'imagine que des monnaies parallèles, à commencer par le dollar, doivent avoir cours librement dans un pays comme le Salvador. Est-ce que c'est étonnant de voir que ce soit un pays comme le Salvador qui ait franchi le premier, justement, cette étape? Ça semble assez normal, en fait, que ce soit le Salvador qui l'ait tenté. Le Salvador n'a plus de monnaie depuis plus de 10 ans, donc il fonctionne avec le dollar américain. L'économie du Salvador n'a pas la compétitivité des États-Unis. Donc le fait d'avoir le dollar américain, ça pose un problème. Il y a aussi énormément de personnes qui vivent à l'étranger, notamment aux États-Unis. Envoyer des dollars des États-Unis jusqu'au Salvador, ça coûte très très cher. Les frais de Western Union, ça peut monter jusqu'à 7-8%. Le Bitcoin, si on passe par des solutions de surcouche comme Lightning Network, on peut tomber à quelques centimes de frais. Donc quand on est un pays qui a une monnaie faible, voire pas du tout de monnaie, et une grosse diaspora, le Bitcoin, c'est vraiment la solution idéale. Ouais, donc c'était le pays naturel pour accueillir le Bitcoin comme monnaie légale, c'est ça en premier, d'une certaine manière. Exactement. Et alors c'est quoi le bilan, là, un peu plus d'un mois après, Grégory? Alors le bilan, c'est qu'il y a à peu près un Salvadorien sur 3 qui a téléchargé Chivo, qui est le portefeuille numérique développé par l'État, et donc qui utilise le Bitcoin. Bon, je ne pense pas qu'ils vont l'utiliser tous les jours, parce que si on téléchargeait Chivo, on avait un cadeau de $30 en Bitcoin. Je pense que c'est cette incitation-là qui a fait que les Salvadoriens s'en sont saisis. Mais en tout cas, ils ont installé ça sur leur téléphone, ils commencent à jouer dessus. Les gens qui donc ont téléchargé ce portefeuille le 7 septembre, je ne sais plus quel était le niveau du cours du Bitcoin, mais s'ils ne l'ont pas touché, ça a sûrement fait fois 50%, peut-être 100%, je ne sais plus exactement. Je ne me souviens plus du cours, effectivement, mais ça a été descendu directement après. Le 7 septembre, on a eu une chute importante, mais c'est vrai qu'ils ont engrangé un certain profit. Et les $30 offerts, ça représente à peu près 9 à 10% du salaire mensuel, finalement, au Salvador. Donc ça a incité beaucoup de gens, en effet, à le faire. Après, il y a des bémols sur le fait d'avoir certaines personnes qui ont utilisé les informations d'autres. Donc le chiffre d'1 sur 3 est un peu difficile à déterminer réellement. C'est le président qui a dit, on n'est pas obligé de le croire, hein, bien sûr, parce que disons qu'il n'est pas connu pour sa transparence, cet homme-là, mais oui, il a dit qu'il y avait eu 30% des gens qui avaient téléchargé le portefeuille. Oui. Voilà. Ce qui correspond à peu près au taux de bancarisation, donc de personnes qui ont finalement un compte bancaire dans une banque classique. Donc si on regarde ces chiffres, finalement, il y a plus de personnes qui ont maintenant une banque, ou en tout cas un moyen de paiement au travers du Bitcoin, qu'une banque réellement, parce que c'est plus difficile d'avoir un compte bancaire au Salvador. Et il faut souligner que ça s'est fait en seulement 2 mois, alors que la bancarisation du Salvador, elle a quoi là, en effet, plus de 50 ans. Vincent, Grégory, est-ce que vous considérez... Alors, le débat sur le Bitcoin, réserve de valeur, ça, effectivement. Instrument spéculatif, ça, bien sûr. Est-ce que le Bitcoin, spécifiquement parlant, a les caractéristiques, les intérêts suffisants pour devenir un moyen de paiement efficace, Grégory? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que pour envoyer une transaction en Bitcoin, par exemple, si je t'envoie un Bitcoin, je vais payer des frais dessus. Et si le réseau est très utilisé, ça peut coûter parfois $30, $40 quand c'est très très utilisé. Donc pour une grosse somme,
mettons $1 milliard en Bitcoin, c'est pas grave. Mais si je veux t'envoyer... Pour les achats du quotidien, ça ne marche pas. Pour payer son café, ça ne marche pas. Mais le marché est devenu beaucoup plus... Enfin, le secteur est devenu beaucoup plus mature. Et donc, je l'abordais un petit peu avant, il y a des solutions de deuxième couche qui s'appellent Lightning Network, qui en fait permet d'éliminer ces frais-là. Enfin, on en paye, mais c'est vraiment des poussières de centimes. La transaction est immédiate et ça soulage le réseau principal Bitcoin. Et imaginez que par exemple Visa, c'est une surcouche en fait au système de paiement. Nous, en tant que particulier, on n'utilise pas les vrais systèmes de paiement des banques centrales. Donc, Visa, c'est la surcouche. Lightning Network, c'est la surcouche de Bitcoin. Oui, enfin Visa, une surcouche qui est capable de traiter je ne sais pas combien de milliers de transactions, dizaines de milliers de transactions à la seconde. Hein. Eh ben, Lightning potentiellement peut faire beaucoup plus. Ouais. Bon, le Salvador, donc, date historique dans l'histoire du Bitcoin avec l'adoption officielle au Salvador le 7 septembre dernier. Je ne sais pas, je vois Ukraine, Russie, Argentine, Venezuela, c'est les prochains sur la liste? Alors, c'est des pays qui sont très très différents par rapport à leur adoption. L'Ukraine, c'est surtout parce qu'il y a un terreau de développeurs très très important là-bas. Donc, il y a beaucoup de startups qui se lancent. La Russie, c'est un peu par pragmatisme. Il y a beaucoup de sanctions internationales. Ils peuvent pas vraiment utiliser le rouble facilement. Le Bitcoin, ça peut être simple. On se rappelle que la BNP avait été condamnée à des énormes sanctions il y a quelques années parce qu'ils utilisaient le dollar. Si on utilise le Bitcoin pour acheter quelque chose avec ces pays-là, il n'y a plus de sanctions. Donc ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, il y a quelques jours, a dit « Je ne vois pas pourquoi on interdirait le Bitcoin ». Donc c'est peut-être une piste. Et moi, l'exemple que j'aime le plus, c'est l'Argentine, en tout cas celui qui parle le plus. En 2020, il y a eu un taux d'inflation d'environ 50%. Les gens perdent leur argent juste en laissant leur peso dans leur portefeuille. Donc, bien sûr, ils vont vers le Bitcoin, mais pour aller vers le Bitcoin, il faut déjà être un peu cryptophile, il faut aimer le risque. Et voilà, moi, j'ai pas envie de mettre toute mon épargne dans le Bitcoin. Et ce qu'on remarque en Argentine, c'est que les stablecoins percent énormément. Il y a eu 800% d'augmentation sur la demande pour les stablecoins en Argentine en 2020 et sur les stablecoins dollars. On sait qu'en Argentine, ils utilisent beaucoup le dollar, mais là, il y a un contrôle d'échange très important. On ne peut pas acheter tout le nombre de dollars qu'on veut. C'est limité à 200 dollars d'achat par mois. On ne peut pas en envoyer comme on veut. Par contre, avec les stablecoins dollars, aucun problème. Bon. Voilà pour les pays à suivre. Effectivement, on reviendra sur les aspects de régulation. Il faut qu'on dise aussi un mot des entreprises et de la manière dont elles adoptent le Bitcoin et pour quels usages, pour quelles raisons. Et là aussi, c'est frappant. On a vécu tous les annonces alors d'entreprises comme Tesla, emblématiques, mais d'autres également. Et c'est d'ailleurs le sujet. C'est-à-dire que derrière Tesla, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et de plus en plus de trésoriers d'entreprises regardent cette classe d'actifs aujourd'hui. Hein. Oui, en effet, il y a différentes utilités finalement pour le moment. Tesla qui diversifie sa trésorerie et qui a finalement plutôt bien investi puisque c'était, il me semble, à 40 000 $ lorsque Tesla a acheté le Bitcoin. Donc, sachant qu'il a acheté pour 1,5 milliard de dollars, c'est tout de même une belle plus-value. Ce qui permettra d'ailleurs aux résultats de Tesla ce soir d'avoir des résultats très intéressants. Ouais, mais il dit qu'il ne vend pas. Non, bien sûr. Il ne vend pas. Hein. Ils ont vendu une toute petite partie pour afficher des très bons résultats. Pour faire monter un peu le résultat, d'accord. Mais ce n'est pas le but. Non, a priori, c'est pour diversifier la trésorerie. Après, il y a d'autres entreprises, en effet. Là, c'est un panel de sociétés qui ont justement d'autres utilités. Donc, il y a l'investissement dedans. On pense aussi à MicroStrategy. MicroStrategy, je vais passer tout de suite à l'autre slide. J'espère que vous voyez suffisamment. C'est 4 sociétés qui sont assez connues. Mais sur MicroStrategy, la première, donc 96% du bilan ou de la valeur de la société, c'est la valeur des bitcoins qu'elle a dans son bilan. Donc c'est tout de même une stratégie extrêmement risquée, à la différence de Square, qui est une société donc, créée par Dorsey, qui est donc le créateur de Twitter également, mais qui a une toute petite partie, qui est donc un système de paiement et qui donc est assez stratégique. MicroStrategy est extrêmement dépendant de la valorisation du Bitcoin. Donc pour le moment, bien entendu, c'est une stratégie très payante, mais si jamais il y a un effondrement ou une baisse, la société aura beaucoup de mal, sachant qu'elle ne fait pas de résultats nets, etc. Donc, comme tu disais, il y a des personnes qui l'utilisent pour la trésorerie, mais également il y a d'autres sociétés donc, qui proposent le Bitcoin ou les crypto-monnaies en système de paiement. On pense pour les personnes qui
qui trade sur les meme stocks par exemple, à AMC qui a fortement progressé en bourse, et c'est une chaîne de cinéma qui était plutôt en mauvais état avec la fermeture des cinémas donc aux États-Unis. Au bord de la faillite, on peut le dire. Voilà, oui. au bord de la faillite, et le tout n'est pas tiré d'affaire, en tout cas ils ne sont pas tirés d'affaire avec plusieurs milliards de pertes nettes, mais ils vont proposer de payer finalement votre ticket de cinéma, donc qui est une petite somme, en Bitcoin ou même voire en Dogecoin. Voilà, pour ceux qui suivent. Donc il y a la diversification de la trésorerie, mais il y a également l'utilité, même si la plupart de ces sociétés, finalement, vous n'allez pas aller directement payer en Bitcoin avec votre wallet, mais vous passez par une société intermédiaire finalement, donc voilà, qui peut poser des questions puisque finalement on retrouve un intermédiaire financier entre les deux. Mais effectivement, c'est ce qui amène probablement à cette poussée chez les institutionnels, chez les investisseurs, de voir finalement que le Bitcoin pourrait avoir une utilité au-delà de la théorie d'une valeur refuge qui est également soutenue, mais finalement, ce développement de l'utilisation amène beaucoup d'investisseurs ou beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas à se mettre dedans, que ce soit pour la spéculation ou pour d'autres croyances justement sur cette crypto-monnaie. Et juste pour préciser, l'entreprise qui a fait le plus parler d'elle, c'est PayPal. PayPal a lancé un service d'achat et de vente de Bitcoin en novembre 2020, et c'est le moment où la tendance haussière a commencé à exploser l'année dernière. Ça a été un énorme accélérateur. Système de paiement, évidemment. Mais comment tu regardes, Grégory, là, entre MicroStrategy, alors le patron de MicroStrategy, je pense qu'il n'y a plus besoin de le convaincre, c'est le croyant de la première heure que le Bitcoin sera demain notre monnaie à tous, et ceux alors, qui utilisent le Bitcoin comme argument marketing. Je ne sais pas si on parle un peu de crypto-washing ou de Bitcoin washing en disant, voilà, vous pourrez payer votre billet de cinéma en Bitcoin demain. Comment tu regardes ces extrêmes là, en termes de stratégie d'entreprise, justement? En fait, il y a que très peu d'entreprises qui ont des projets ambitieux avec le Bitcoin. On peut parler de Tesla, on peut parler de Square, on peut parler un peu de MicroStrategy quand même, parce qu'il y a quelque chose derrière. Mais pour la plupart, c'est vraiment du marketing. Et on parlait des cinémas à AMC. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, il y a des frais sur le Bitcoin, sur les petites sommes, c'est pas intéressant. J'ai pas envie de payer 30% de plus mon ticket de cinéma parce qu'il est en Bitcoin, ça ne sert pas à ça. Oui, il n'y a pas de principe de réalité économique derrière ce genre d'usage aujourd'hui. À moins qu'ils développent des solutions de surcouche comme Lightning dont on parlait, mais ils ne l'ont pas encore fait. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient au courant que ça existe. Bon, il faut qu'on parle de la régulation. On a peut-être des embryons de régulation ici et là, mais on pressent tous quand même que le gros du sujet est encore devant nous. Alors justement, comment vous hiérarchisez les sujets de régulation là, qui attendent le monde des cryptoactifs, Vincent, Grégory? Justement, je disais tout à l'heure qu'il y a différentes écoles. On a en effet la Chine qui bannit, d'autres qui l'accueillent, et d'autres pays, on reconnaît le Capitole bien sûr aux États-Unis, d'autres pays qui essayent de le réguler, qui essayent d'en profiter d'une part, puisque là on va parler justement de déclaration au fisc américain. Il y a quand même beaucoup de transferts qui se font sans que le fisc ou la politique soit au courant, ce qui était d'ailleurs à l'origine un des buts. Mais là, les États-Unis, eux, essayent bien entendu, d'une part, de le réguler pour éviter peut-être les excès, mais également de profiter d'une part de ses plus-values finalement. Ce titre justement, qui finalement, si on y regarde comme ça, n'a rien à voir avec le Bitcoin, c'est les dépenses ou l'investissement en infrastructure aux États-Unis de 1000 milliards de dollars, qui est encore en débat entre les démocrates et les républicains. La politique est assez longue, mais ici, dans cette loi qui fait plus de 2000 pages, il y a un volet qui concerne les crypto-monnaies, parce que taxer les crypto-monnaies notamment pourrait servir à financer une partie de ces 1000 milliards. À l'étude, il y a eu jusqu'à 5% finalement de financement. Et ce qui obligerait les plateformes ou encore les mineurs, les traders, etc., à déclarer tous les virements de 10 000 dollars ou plus au fisc américain. De déclarer d'une part les virements reçus, envoyés, mais également les informations sur la contrepartie, notamment le nom, mais aussi le numéro de sécurité sociale. Et donc cela permettrait justement au fisc américain de taxer finalement ces mouvements d'une part et de les surveiller. Donc cela concerne les traders, les plateformes, mais également les propriétaires de nœuds qui servent donc à envoyer les différents transferts, ou encore les mineurs, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, et qui n'ont pas ces infos-là sur les utilisateurs. Donc on voit que aux États-Unis, ils ne comprennent pas forcément tout.
En effet. Comment tu vois, Grégory, la régulation s'organiser? Qu'est-ce que les régulateurs vont viser dans le monde des cryptoactifs au sens large et comment les choses peuvent se mettre en place? Avec quel type de calendrier en tête? Alors, sur les monnaies vraiment décentralisées, type Bitcoin et Ethereum, il n'y a pas de problème. Aux États-Unis, c'est plus ou moins classé comme des commodities, donc il n'y a pas de problème. Par contre, surtout le gros sujet, c'est les stablecoins. On connaît Tether, on connaît USDC, il y a toutes ces choses-là. En Europe, il y a un vrai flou dessus. Il va vraisemblablement falloir se faire enregistrer comme établissement de paiement, établissement de monnaie électronique plutôt, pour avoir ça. Ces boîtes-là ne sont pas du tout prêtes. Donc c'est possible en fait que d'ici que la réglementation MiCA passe, donc c'est-à-dire dans les 2 ans, la plupart des stablecoins qu'on connaît aujourd'hui n'existeront plus. En tout cas, on ne pourra plus les utiliser en Europe. Et j'en profite pour dire que la Société Générale a quand même lancé un stablecoin euro qui s'appelle Loog, en association avec le courtier crypto CoinHouse. C'est peut-être ce genre d'initiatives qui sont encore aujourd'hui toutes petites, mais où ils font tout pour préparer le terrain de la régulation, qui seront en fait les grands projets crypto de demain. Ça viendra des acteurs financiers installés? Sur les stablecoins, oui, je pense. Ouais. Parce que pour avoir ce genre de licence, Ouais. voilà, Bien sûr. c'est extrêmement compliqué. C'est quasiment des licences bancaires. Ouais. Donc voilà, c'est pas un petit développeur qui va avoir une idée géniale qui va pouvoir monter ça. C'est le dernier des grands atouts des banques, c'est leur licence, hein. C'est leur licence bancaire. Bon, voilà pour la partie régulation. Alors, je ne sais pas, vous parliez de Tether, là. Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur ce stablecoin particulier, Vincent? C'est celui qui est le plus utilisé, en effet. Ouais. Tu parlais de la régulation bancaire qui est assez lourde. Et ces personnes, ou en tout cas les stablecoins, pourraient être justement considérés comme des banques, en tout cas les établissements. Ici, Tether, il fait 70 milliards de dollars. Donc il est rentré finalement, si on considère cela comme un établissement bancaire, dans les 50 plus grandes banques américaines. On peut imaginer que Tether, qui faisait que 15 milliards de dollars il y a 1 an, peut faire finalement x5 ou x10 et donc avoir un bilan ou une valorisation qui atteint les plus grandes banques américaines. Et comment est composé finalement un stablecoin? Doit avoir autant de dollars ou en tout cas de devises correspondantes ou de produits financiers court terme correspondant à la valeur du stablecoin. Ici on a 70 milliards, autrement dit il faudrait que Tether il faut que Tether ait 70 milliards de produits financiers ou de dollars. Ici, on remarque que les 3/4, finalement, sont des lettres de crédit qui sont donc, lorsque une société a besoin de cash, elle va vendre cette lettre de crédit, elle va le proposer contre des intérêts. Sauf que ce sont des dettes d'entreprise, donc on connaît le bilan en gros, puisque les régulations ont demandé à avoir une image du bilan pour être sûr qu'il y a cette valorisation, mais on ne connaît pas le détail de ces dettes. Et je mettais justement ça, si Tether avait des titres de dette d'Evergrande, qui est le deuxième promoteur immobilier chinois, qui a quelques problèmes avec 300 milliards de dettes, et donc certains, ils pourraient faire défaut, et donc on peut imaginer que Tether a une partie de cette dette, sauf que si la dette vaut 0, finalement le bilan de Tether est un peu sous-évalué et ne vaut pas 70 milliards. Même si dans l'autre sens, beaucoup de gens veulent récupérer du dollar américain et donc vendre l'USDT, le dollar Tether, ça va être la course à la liquidité. Tether va devoir vendre les titres de dette et cela peut avoir un impact sur le marché de la dette totale. Donc voilà les 2 risques qu'il y a, mais pour le moment on ne connaît pas réellement le détail de son bilan, ce qui pose énormément de questions. Et juste pour ajouter sur ce point-là, effectivement il y a des doutes sur le bilan, mais aucun client de Tether n'a eu un problème en rendant ses USDT pour avoir des dollars. Non, mais on peut penser à la crise de 29 où c'était les retraits aux distributeurs. Ici, voilà, ce serait les retraits de votre ordinateur. Exactement. Ce qui est intéressant, alors derrière ce qu'on appelle aujourd'hui une nouvelle classe d'actifs, hein, je crois que les choses sont claires de ce point de vue-là, c'est toute la partie économique qui se développe, toutes les activités économiques de cette crypto-économie qui sont en train de se développer. Là aussi, beaucoup d'exemples et les choses s'accélèrent. Grégory, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces derniers mois, au cours de cette année 2020, en matière de développement économique de l'usage des cryptos? Pour moi, c'est sans conteste le développement de la DeFi, la finance décentralisée. Aujourd'hui, il y a des protocoles qui permettent, dans lesquels on met nos cryptos qui dorment, dans des pools de liquidité et des gens qui ont besoin de ces cryptos les empruntent.
il n'y a aucune autorité centrale, ça se fait automatiquement. En fait, ça remplace la banque. Et bien sûr, moi, si j'ai laissé mes cryptos dans ce protocole, je vais avoir un rendement dessus. Donc ça réinvente l'épargne et le prêt, mais de façon décentralisée. Bien sûr, il va falloir réguler tout ça, mais c'est là où on voit vraiment le potentiel de ce secteur. Ce n'est plus juste un moyen de paiement, c'est de la finance décentralisée. Oui, et ça, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'effectivement les choses peuvent se développer de manière importante. Parce qu'à côté de ça, bon, on parle des jeux vidéo, on parle des NFT, avec des choses beaucoup plus spéculatives peut-être qui se mettent en place. En fait, tout ce qui est nouveau et ambitieux est par nature spéculatif. La finance décentralisée est en train de se calmer. Là, la grosse séquence, c'est effectivement les NFT avec les jeux vidéo. Mais après, il y aura d'autres choses. Hein. Bon, il faut qu'on dise un mot peut-être aussi de ce jour important. Donc le Bitcoin est au plus haut historique et donc on a le lancement du premier ETF sur Future, c'est ça, Bitcoin, qui a été activé hier sur le marché américain et d'ailleurs qui participe peut-être à l'envolée des cours du Bitcoin aujourd'hui. En effet, première cotation justement par ProShare. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup en étude et donc dans les prochaines semaines, prochains mois, on va voir de nouveaux ETF. Le plus gros fonds de crypto justement qui veut transformer ça en ETF géant. Ici, on a à peu près 570 millions de dollars sur l'ETF qui a été lancé hier. Et c'est le deuxième produit le plus traité pour son lancement après un ETF carbone, je crois, de BlackRock. Hein. Ok. Voilà. Non, mais c'est gros succès du lancement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça a été un succès et on pensait Spectre 2017. Pourquoi? Parce que on revient en 2017, plus haut historique à l'époque, presque 20 000 dollars. Et le point 2017, c'est Nabila. Voilà. Non mais c'est ça. C'est l'effet Nabila, non? Très exactement, c'était début 2018 l'effet Nabila. Donc le Bitcoin avait déjà craché. Là, c'était arrivé un peu après. C'était la cotation des futurs justement, des futurs du CME qui ont coté le 18 décembre, quelque chose comme ça, le jour où justement le Bitcoin est arrivé à près de 20 000 dollars et par la suite on connaît la suite. Le deuxième plus haut historique. Maintenant, on est sur un nouveau, mais celui à 65 000 dollars ou presque, c'était la cotation, l'IPO de Coinbase. Donc, de la même façon, on est descendu de 65 000 à 30 000 dollars. Et donc, cette relation entre le marché classique ou le marché traditionnel et les cryptos, à deux reprises, finalement, a amené à une chute importante du Bitcoin. Le troisième était donc le lancement de l'ETF qui permet aux particuliers finalement de s'exposer au Bitcoin sans réellement aller sur des plateformes de trading puisque voilà, les futurs sont plutôt réservés aux institutionnels. Et ce spectre de 2017, ou en tout cas cette menace de prise de bénéfices et de chute, ne s'est pas réalisé. Et donc on a le premier ETF, le premier probablement d'une grande série, qui est coté depuis hier l'après-midi et qui a priori continue de faire monter le Bitcoin qui a dépassé maintenant les 66 000. Mais il faut souligner quand même qu'il n'y a pas de sous-jacent Bitcoin derrière ces ETF. Donc le lien avec le marché spot, est-ce que ça peut le faire monter? C'est pas aussi clair que ça. Mais en tout cas, la démocratisation est là et ça joue un rôle à fond. Oui, c'est plutôt l'aspect psychologique qui joue, parce qu'effectivement l'ETF est coté sur les futurs et non pas sur les coins réels sur le Bitcoin. Mais il faut se rappeler qu'il y a quelques années, le Bitcoin c'était la monnaie des terroristes, c'était la monnaie du darknet. Là aujourd'hui, voilà, il y a un ETF, il y a des contrats à terme dans des bourses très respectables. L'argument est plus recevable, vous dites, Grégory. C'est ça, et on parlait tout à l'heure de Tesla, de PayPal. Il faut imaginer le chemin parcouru en quelques années. Bon, d'ailleurs, alors on va avancer et puis on va prendre quelques questions parce qu'effectivement, il y a des questions sur le prix, bien sûr, il va falloir en dire un mot. Mais le fait de voir des grandes banques, des grandes institutions qui ont fait considérablement évoluer leur discours, ça aussi, j'imagine que c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Énormément, mais pas en France en tout cas, enfin très très peu. Les grandes banques américaines sont toutes, plus ou moins, enfin je ne veux pas dire qu'elles sont favorables, mais elles ont des produits Bitcoin, crypto à proposer à leurs clients fortunés. En France, pas du tout. Il y a un vrai problème. Et je pense que le lobby bancaire joue à fond. Valeur refuge? On peut dire ça ou pas alors? C'est compliqué, on a une idée de la corrélation aujourd'hui du Bitcoin par rapport au reste du marché? Non, pas pour l'instant. On ne peut pas parler de valeur refuge parce qu'il y a encore un mois, le Bitcoin valait beaucoup moins. Dans un mois, il vaudra plus ou moins. Enfin, voilà. Mais par contre, quelqu'un qui a investi dans le Bitcoin, qui l'a gardé au moins 3 ans, a toujours été en plus-value. En fait, c'est quelque chose qu'il faut garder sur le long terme. Même en achetant sur les tops de marché, oui. Ouais, c'est ça. Ouais.
Bon, il faut qu'on avance. On a quelques graphiques, Vincent, ouais, pour montrer effectivement voilà, le chart du Bitcoin, puisqu'on commence à avoir un peu de track en la matière. Je ne sais pas, que nous dit le graphique? On voit qu'on est au plus haut, hein, bien Le sûr. graphique est déjà obsolète, en fait, parce que je l'ai mis ce matin. Mais maintenant, on a dépassé ce plus haut historique sur les 67 000. Donc, sans donner d'objectif, puisqu'on est effectivement dans un actif qu'on ne peut pas forcément calculer. Il n'y a pas vraiment de fondamentaux qui nous permettent de déterminer un prix. Ça joue beaucoup sur l'aspect technique et sur le psychologique. Donc là, on est à 67 000 $. Voilà, il y a certains indicateurs techniques qui pourraient nous donner un prix sans donner de prix. Bien entendu, le prix psychologique, c'est 100 000 $. Tout le monde. Alors, c'était une des questions posées effectivement par ceux qui nous suivent à distance. 100 000 d'ici la fin de l'année, c'est possible ou pas? Rien n'est impossible en fait. Rien n'est impossible. Et on va pas donner de prix. C'est un prix peut-être même pas. J'enlève l'aspect temporel, mais 100 000, oui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite de ce point de vue-là. On verra un Bitcoin à 100 000 un jour, j'en suis persuadé. Ouais. Après, je sais pas si... Oui, la date, Parce qu'en effet, l'arrivée aux 100 000 va être psychologique. Probablement, il y aura des prises de bénéfices. Et donc, comme les 20 000 $, on les a pas atteints aussi en 2017, parce que les personnes ont mis leur stop, ou en tout cas leur limite, ont pris leurs bénéfices juste avant ce seuil psychologique. Et on a un plancher en termes de prix là aussi, ou est-ce que ça peut revenir, je sais pas, à zéro comme ça? Ça peut tout à fait revenir à zéro. Si par exemple on arrivait à pirater la blockchain, le système de minage, oui, c'est possible. C'est possible. Mais je pense que c'est le protocole qui a dû subir le plus d'attaques informatiques dans toute l'histoire. Donc si on n'a pas trouvé de faille, c'est que c'est quand même très difficile. Ouais. Bon, je crois qu'il y a une question peut-être dans la salle et on va essayer d'avancer. Encore une fois, on ne pourra peut-être pas traiter toutes vos questions ce soir sur scène, mais vous pourrez retrouver bien sûr les experts d'IG après les conférences et puis à travers les réseaux d'IG, bien sûr, les réponses à vos questions pourront être apportées. Question ou pas? Ouais, une question. Bonjour. Je réagis justement à ce que vous venez de dire. Moi, je dirais que s'il y a un plancher, ce serait éventuellement le coût de minage, puisqu'on a vu effectivement par le passé, sur les 10 dernières années, que le coût du Bitcoin a rarement été en dessous, justement. Ou en général, il est passé en dessous et très vite après, il est remonté. Donc, si on aurait un prix de plancher à reconnaître, ce serait éventuellement celui-ci. Le coût du minage, hein, c'est ça? Au niveau de l'énergie. Mais le coût du minage, du coup, dépend aussi du pays dans lequel vous êtes. Oui, tout à fait. Donc, étant donné que c'est international, mais c'est difficile de le déterminer. Vous déterminez le prix du minage à quel coût? Et le coût du minage dépend du hash rate, donc c'est-à-dire de la puissance de calcul qu'il faut mobiliser. Si le cours baisse, en fait, les gens, dans certains pays où l'électricité est un peu plus chère, auront moins intérêt à miner, ils vont débrancher leur machine. Du coup, en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse le fixer comme ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir éclairés sur cette actualité crypto intense avec le Bitcoin qui franchit les 67 000 $ aujourd'hui et qui marque son plus haut historique. Grégory Raymond qui était avec nous, journaliste chez Capital et qui produit cette newsletter hebdomadaire 21 millions. Vous retrouvez Grégory évidemment sur les réseaux. Et Vincent Bois, bien sûr, avec nous également ce soir, expert et analyste chez IG. Merci beaucoup, messieurs. Merci, merci. Merci.